I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, Sweet baby Jesus in the offing. Alors, bonjour ou bonsoir, Jonathan Drapeau du Wrestle Rock Podcast. Alors, j'espère que ça va bien. Je suis avec mon co-animateur Benoît Laferrière et qui est Nostradabim. Comment ça va, mon Ben? Ah, ça va numéro 1. En passant, c'est la première année d'existence du Wrestle Rock Podcast. Et quoi mieux que d'annoncer cette merveilleuse nouvelle en ayant un invité très spécial, Pierre-Carl Ouellet, mesdames et messieurs, a.k.a. PCO. Comment vas-tu, Pierre-Carl? Ça va très bien, vous autres, les gars? Ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup, Pierre-Carl, d'avoir accepté notre invitation. C'est du fond du cœur. Merci beaucoup. On sait que tu es très, très occupé. Et puis, on a eu quelques petits problèmes techniques. Mais voilà, donc on t'a finalement. Donc voilà. Alors, commençons tout de suite vivement dans le sujet. Donc, en fait, Pierre-Carl, on voulait savoir, toi, depuis quel âge as-tu commencé à aimer la lutte professionnelle? À peu près là où, quand je commençais à jouer au hockey mineur, on a des pratiques à 6 heures le matin, souvent à la fin de semaine. Puis sur le câble, il y avait une émission que j'appelais La lutte grand circuit. Puis il y avait un documentaire sur Édouard Carpentier. Ça a été puis mon grand-père écoutait la lutte le dimanche matin aussi, je pense, sur le matelas, je pense que ça s'appelait quelque chose du genre. Puis, avec l'arrivée de la télé, dans le fond, mon père m'avait dit que les deux émissions qui étaient diffusées à l'époque, il y avait la famille Plouf, il y avait le hockey, puis il y avait la lutte. Fait que j'imagine. Juste avant, c'était un peu avant. Tu parles des années 50, là? Ouais, il y avait plus de postes que ça. Je pense, là, tu sais, écoute, j'étais comme vraiment jeune. J'avais peut-être 3-4 ans quand j'écoutais ça avec mon grand-père. Mais j'ai vraiment pris goût à ça à l'âge de 12 ans, à peu près, avec une pratique de hockey à ma tombe. Puis oui, j'ai 10, 11, 12 ans. Ça m'a vraiment intrigué, puis j'ai vraiment aimé ça assez pour demander à mon père d'aller voir des shows live à un moment donné. T'as pogné la piqûre assez rapidement? Ouais, moi à 14, jeune, je voulais être joueur de hockey. J'ai fait ma première école de hockey à 2 ans. Après ça, j'ai joué au hockey, tout mon hockey mineur. Après ça, la lutte, j'ai bien gros aimé la lutte. Puis après, j'ai eu un accident à mon œil quand j'étais pee-wee. Je pouvais plus, j'étais obligé de jouer comme le 2A ne voulait plus me prendre. Il avait peur que ça soit dangereux, les mises en échec ou qu'il arrive que le jeu t'invite puis j'avais juste un œil. Fait que tout de suite là, j'ai commencé à penser plus à la lutte. Puis comme à 14 ans, genre, j'étais comme. Quand le monde me disait tu veux faire quoi plus tard dans la vie, mais lutteur professionnel. C'était c'est qui le gars qui t'a entraîné? Avec qui tu as fait tes débuts? Je veux dire, le professeur Tavis, c'était qui? Dans ce temps-là, c'était pas mal sans le savoir. Je suis un peu gêné de le dire avant, tu sais. Mais c'était les loisirs Saint-Jean-Baptiste avec Pat Girard. OK. Lui, il avait formé avant Mad Dog Vachon, Charles Charland, Pat Patterson, les Rougeaux Johnny puis Jacques. Il avait formé plusieurs. Puis moi, je n'étais pas au courant de son passé à Pat Girard. Au loisir Saint-Jean-Baptiste, mais il avait entraîné Pat Patterson aussi. Puis moi, je savais que Pat, parce qu'il il était quand même âgé, quand moi, il m'entraînait, il était presque en fin de vie, pareil. OK. Il était passé son 70 quelque chose, tu sais. Mais il nous contait toutes ces histoires il avait été bien populaire en Europe. Tu sais, j'avais de la misère à mettre, mettons, une jeunesse avec le personnage, je peux m'imaginer comment il pouvait être si populaire que ça.
Mais, tu sais, ça a été quand même une super bonne école pour moi. OK, puis ton idole de jeunesse dans la lutte, c'était qui? On t'a préféré, dans le fond? Ouais, c'était beaucoup Ricky Martel, c'était beaucoup Dino Bravo, King Tonga, les Road Warriors. Des gros noms? Ouais, ben, tout pour des différentes raisons. Mais c'était un peu la fin de la lutte internationale, puis le mélange de lutte internationale avec WWF. Là, il y avait beaucoup aussi de monde que, j'avais commencé à écouter un peu la AWA aussi sur ESPN, sur le câble, les Rockers, Marty Jannetty, Shawn Michaels, ça s'appelait les Midnight Rockers, avec Vince. J'avais déjà comme des gars que j'aimais, c'était sur le Showboat, à Vegas, au casino, puis il y avait quand même des lutteurs que j'aimais pas mal aussi dans la AWA. OK, super. Et puis, dans le fond, suite à ta formation, c'est vers quelle année que tu as commencé à faire ton premier combat? Puis c'était contre qui? Je me souviens pas les noms des gars de mon premier combat. C'était vraiment à l'école de lutte. OK. Il y a des noms il y a des noms que je me souviens très, très bien. Là, des noms que je pourrais dire Luigi Pro, les Dragons. Les gars, ils luttaient souvent comme extra pour lutte internationale. Les gars des loisirs, les tops des loisirs. Tu avais Dan Ferris, tu avais Black Diamond, tu avais. Après ça, tu avais des gars qui avaient été vraiment pas mal loin dans les circuits internationaux comme Sonny War Eagle, pas Bob de la Serra, mais Rocky de la Serra, des fois, il pouvait venir, ou Georges Guimond. Des gars qui avaient quand même été à Détroit, un peu partout, qui avaient connu le tabac de la lutte, puis qui nous racontaient un peu les histoires, puis qui m'ont donné le goût d'aller sur la route, puis de vivre de la lutte, puis de voir quoi être sur un territoire vraiment. En parlant de sur la route, Pierre-Carl, on a fait nos recherches puisqu'on a lutté pendant plusieurs années. Et puis, on aimerait t'entendre. Parle-nous un peu de Double Trouble. Ouais, ben, c'était vraiment ma première grosse gimmick qui a quand même marché fort. Là. Moi et Nelson Veilleux, Brick Crawford, on a. Ouais. Dans le fond, c'était supposé être Brick and Wall Double Trouble parce que lui, la brique était un peu plus que moi, mais moi, Wall, c'était mon nom de hockey dans le collégial. OK. The Wall. J'aimais ça, le nom de Wall. J'avais regardé The Wall, puis j'avais dit, lui, ça ferait bien Brick and Wall, tu sais. Puis Double Trouble, puis quand on est arrivé en Angleterre, ben, on a fait la pluie puis le beau temps en France, en Angleterre, en Allemagne. Puis le promoteur là-bas, Brian Dixon, il nous avait donné la tune If you're looking for trouble, la tune d'Elvis. C'est pas un secret pour personne, mais tu as été champion par équipe à 3 reprises avec les Québécois, avec Jacques Rougeau. C'est en quelle année que tu l'as rencontré pour la première fois? En 93. 93? Ouais. Okay. En Porto Rico, ouais. C'est un peu lui qui a fait rentrer le contact que tu avais pour rentrer à WDF. C'est probablement lui, dans le fond. Ben, tu sais, il y a pas quelque chose qu'on ne saura pas à les téléphones qui se sont faits en arrière-scène ou à porte fermée. Je peux pas te dire comment tout s'est fait. Je sais que lui, il m'a vu lutter. Je sais que Raymond avait pris sa retraite. Puis j'imagine que il y avait une opportunité d'équipe, parce que des Rougeau Brothers. Jacques aimait beaucoup le tag team. Fait que c'était comme un naturel un peu. Fait que j'ai fait mes try-outs tout seul en single. Okay. Et après ça, j'ai eu un appel de Jacques qui m'a dit qu'on commencerait, mettons, en juin 93 au TV Tapings de WWF. Nice. Okay. Et puis, dans le fond, tout le cheminement, dans le fond, des Québécois,
vous a amené à lutter avec plein de lutteurs. Et puis, c'est avec qui vous aviez une belle affinité pour faire vos combats. Je pense que notre meilleur, notre bon, pas notre meilleur, parce qu'on a eu plein. Avec Brett et Owen, on a eu un super match à Royal Rumble 84. Oh oui, excellent match. Avec quand on a droppé ceinture au Vermont à Wedge Shrinkers, on a une bonne chimie avec Fatu et Samu. Puis on a c'est la fois où vous êtes séparés, dans le fond. Ah ouais, c'est ça. On a aussi une bonne chimie avec les Steiners, pareil. Même si des fois, les Steiners disent, mettons, qu'ils ont. Je sais pas, des fois ils disent avec les Québécois, j'ai entendu des entrevues où ils disaient non, c'était pas. Mais moi, je trouve qu'on avait des super de bons combats contre les Steiners. Moi, je trouve que Steiner, là, c'était. Pour moi, c'était un gars facile, là. C'était facile de faire des bons combos, des bons échanges, des bons spots. Moi, j'adorais Scott. La chimie était bonne avec lui. Avec, t'es bon, mais tu sais, comme Sid Vicious, il va souvent dire que Rick était meilleur que Scott. Ben, moi, je pense que moi, j'aimais beaucoup Scott avant qu'il vienne Big Papa Pump. Oui, on a fait des recherches sur Scott Steiner. Il a inventé beaucoup de trucs, là, comme le 450 Splash du troisième cadre. Puis le Frankensteiner, c'est malade, pareil, tu sais. Parce que on peut s'entendre pour dire que Big Papa Pump. C'était pas terrible, son 450. Non, c'est ça. Il tombait ses pieds. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est bon. C'est pour une première, parce que c'est lui qui l'a comme inventé. C'est sûr, c'est vraiment bon. C'est pas ça pour rire. C'était vraiment excellent. Mais oui, le Frankensteiner, c'est spectaculaire aussi. Vraiment. Et puis, qui fait partie de mon nom, le Frankensteiner, au lieu de Ken Rana, c'est sûr que c'est très à propos pour moi. Donc, j'imagine que c'est une inspiration un peu pour ton personnage de French Canadian Frankenstein, un petit peu. Non, juste le move, mais non, ça vient complètement de Destro. C'est Destro, c'est un amateur de films de Frankenstein. C'est un gars qui tripe sa force, puis qui tripe ses monstres, puis Frankenstein, son monstre préféré. Puis quand il m'a vu, puis qu'il trouvait que je marchais pareil comme Frankenstein, puis que j'avais les mêmes tics que Frankenstein, puis que moi, je me suis retrouvé comme un pretty boy quand j'étais jeune. Je me voyais vraiment pas comme un Frankenstein, mais avec le temps qui est passé, puis ça faisait l'âge du personnage, je trouve que c'est un match parfait, idéal. C'est le perfect fit. Là, on se rappelle, en 1995, tu as fait un match vraiment incroyable contre Bret Hart à In Your House 3. Ouais. On peut-tu considérer que c'est ton meilleur match en carrière? Ou tu peux nous en nommer d'autres? Non, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres des bons matchs, là, des excellents matchs. On peut dire que c'est un des bons, mais mon match contre Jacques, le match de retraite de la finale au Forum Montréal en 94, elle passe presque en avant du match avec Brett. C'est juste que Brett est un plus gros nom. Puis c'était un pay-per-view. Quand c'est là, c'était un house show, mais qui était plein à 18 500 personnes. L'autre, c'était un pay-per-view peut-être devant 8-10 000 personnes, 5 000 personnes. Tu as tout ça qui joue en ligne de compte. Puis tu as aussi le match avec Walter, qui est là-dedans. Tu as d'autres matchs là, qui ont été incroyables dans ma carrière. J'en ai une dizaine. Yes. D'ailleurs, à propos de Walter, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton anecdote de l'ascension à la Big Career qui n'était pas arrêtée, mais qu'on entendait un petit peu moins parler de Pierre Carl. Et puis, il faisait encore de l'indie, mais là, du jour au lendemain, pouf, un étincelle et feu d'artifice. Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai jamais arrêté d'y croire vraiment, mais tu sais, comme vers 2011 à peu près, là, mettons, j'avais essayé tellement de portes, là, j'avais cogné à toutes les portes, j'avais eu des refus partout, à gauche, à droite, 6, 7, 8 essais WWE.
J'avais lutté contre CM Punk. J'avais essayé de rentrer à Ring of Honor. Summer Madness. J'ai essayé avec Impact. J'ai retourné en Angleterre. J'ai fait des try-outs pour WWE en Angleterre parce que je voulais pas avoir l'air d'un gars qui est à Montréal, qui vient juste au Centre Bell pour demander un match. Fait que je voulais être un gars occupé qui vit de la lutte. Okay. À un moment donné, j'étais au New Jersey, je faisais de l'indie, ils m'ont collé au bureau. En tout cas, j'ai eu tellement d'échecs, mon gars, là, qu'à un moment donné, c'était comme ben beau pas vouloir lâcher, mais tu sais plus par où passer. Il y a eu comme un genre de lâcher prise. Je me suis dit. Est-ce qu'il y a eu une remise en question? Non. Je me suis dit, ça va finir par arriver, je sais pas comment, mais il faut juste comme que je prenne un break pour laisser les affaires se tasser, puis travailler sur moi. J'ai l'impression qu'il fallait que je travaille encore plus sur moi, il fallait que je croie encore plus en moi, que je crois plus en mon rêve, que j'enlève la haine que j'avais contre les lutteurs ou contre la promotion. J'ai été un temps, je détestais WWE. Je trouvais qu'on se faisait compter des menteries. Combien de fois je me suis fait dire lundi, ça te prend une cape bleue avec la fleur lisse du Québec, un peu comme Dino Bravo, costume bleu, bottes bleues et blanches. Tu commences à Raw. Le vendredi d'avant, on me cancelle à la dernière minute, des affaires la même. Après ça, Brawl for All, ouais, tous les gars qui vont embarquer là-dedans vont avoir un gros push après, puis ils mettent tout de suite contre Dr. Death, Steve Williams, avec 2 semaines de notice. Je fais venir un coach, ils cancellent le match, ils le remettent une semaine plus tard pour que j'aie pas de coach. Tu sais, à un moment donné, j'étais enragé là, contre tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ça m'amène nulle part. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même, puis tout enlever ça, cette attitude négative-là, tout ce négatif-là. Puis le chemin s'est fait au fur et à mesure. Au fur que j'ai évolué, moi, intérieurement, surtout que j'ai guéri mes blessures intérieures, ma rage intérieure, tous mes petits problèmes que moi, je pensais que c'était les autres le problème, mais que j'ai réalisé que je me suis regardé dans le miroir et que c'était moi le problème. On dirait que tout s'est placé. Tu réponds quasiment à ma prochaine question. Tu avais sûrement mieux les conditions de travail à WCW qu'à WWE. Ta manière que tu expliques ça, ton affaire? Non, c'était pas mieux. Notre première soirée, on est supposé avoir une grosse victoire contre les Nasty Boys. Les Nasty Boys vont voir Hulk parce que c'est leur meilleur ami. Puis ils disent, oui. Pas content, ils changent le finish. Ah non. Ouais, ça a commencé WCW aussi, ça a été vraiment pénible. Ouais. Puis ils avaient changé le finish aussi à l'époque de ton combat contre Alico Diesel à Montréal. Je crois qu'il n'y avait pas eu lieu, à moins que je me trompe, là, le fameux. Moi qui avait changé le finish. Ça avait été disqualifié, je ne sais pas trop, compté out. Ouais, c'était un double count. OK. Ouais, parce qu'il voulait. Il voulait faire un bob back. Il voulait faire jobber. Ouais, mais c'était correct. J'aurais dû faire, honnêtement, quand je regarde ça, j'aurais dû faire le job. Là. C'est moi qui est dans le tort à 2000%. J'aurais pas d'affaire à m'opposer à ça. C'est juste que il y a eu un build-up qui s'est fait entre moi, puis Kevin Nash, puis Shawn Michaels, que de jour en jour, sur la route, on s'aimait pas. C'était clair et évident. Puis à un moment donné, ça m'a juste fait plaisir de dire que je ne me coucherais pas pour lui. Là, OK. Ah, c'est la goutte qui fait déjà. Je t'ai rendu comme garde. Là. Si je peux perdre contre toi ce soir, je prends mes valises, je vais en chez nous, il n'y aura juste pas de finale au forum à soir, c'est tout. Je t'ai rendu là. Je t'ai rendu comme. C'était plus une question d'argent, c'était plus une question d'argent. J'avais plus de plaisir, j'avais plus de fun. C'était vraiment tough, c'était dur. C'est quand même un métier beaucoup mental. Le monde dit c'est dur physiquement, tu prends des bumps à tous les soirs. C'est exigeant, c'est sûr. Mentalement, c'est bien plus dur. Avec les montagnes russes, avec les up and down, les montagnes tout le temps. À un moment donné, ça va bien. À un moment donné, ça va pas bien. Tu as une promesse. Les promesses ne sont pas maintenues pour X raisons.
plein de choses. C'est ça que j'étais allé chercher cette expérience-là, que je pense qu'à 25 ans, c'est jeune un peu, même 20 ans, 22, 23 ans, c'est jeune pour avoir des grosses runs de même, tu sais, de soudainement tomber avec des milliers de dollars. Oui, il y en a beaucoup là, qui ont comme explosé là, dans ce milieu-là, qui sont rentrés un petit peu trop rapidement. Tu sais, je pense à Paige, qui a été la plus jeune fille rentrée à WWE. Je pense qu'elle a été à 18 ans. Puis là, on entend plus parler, tu sais. La blessure à Edge, pour ça. Puis j'ai su récemment aussi que Rhea Ripley, ça a été la plus jeune fille à entrer dans la lutte au Japon. Elle a fait comme une run de 3 mois, elle avait 17 ans. Après ça, elle a eu un try-out. En tout cas, fait que, tu sais, Storm a commencé à 16 ans. Tony, tu sais, elle est bonne. Elle était à All Elite, elle était à NXT. Tony, tu sais, je la connais bien. C'est super bonne. Tu vois qu'elle a ça dans le sang. Elle a grandi avec ça. Elle est naturelle. Mais tu vois que si tu regardes Sonny encore aujourd'hui, qui a plein de problèmes avec la justice, tout, c'est jamais remis de sa run, de sa célébrité qu'elle a connue en tant que Sonny, qui n'a été jamais capable de se relever de ça. Tu regardes Chyna, elle n'a pas été capable de se relever de ça. On en est morte aussi. Hogan, j'ai regardé un reportage sur Hogan hier, quand il s'est séparé, divorcé avec sa femme, il s'est ramassé plus de meubles chez eux, les enfants étaient partis, sa femme était partie. Il y a eu une aux enfers là, de 2-3 ans, incroyable. Fait que, tu sais, tu regardes Michael Jackson, tu sais, que ça a mal fini à Whitney Houston, c'est un peu ça, la lutte, tu sais. Ouais, vraiment. Tu parlais d'Hulk Hogan juste avant, tu sais. Puis Hulk Hogan, même, il a pensé à se suicider, hein, tu sais. Ouais, il jouait avec... C'est pas l'entraîneur de Mohamed Ali, quelque chose de genre, il a lâché un call. C'est là, Ali qui l'a appelé, ouais. C'est ça, pour lui dire, hey, là, écoute, mon chum, là, t'es le plus grand lutteur de tous les temps, là, reviens sur Terre, puis ça va bien aller. Ben, tu sais, on a tous des descentes en enfer. 45, 47, 50 ans, tu sais, ça arrive, Yes Connor, tu sais, ça arrive à n'importe quel âge, c'est dur, moi, je suis allé chercher beaucoup d'expérience. Moi, je pense pas que ça va m'arriver, mais ça m'est arrivé de trouver ça dur là, quand je suis parti de la WWF en 95, avant de signer avec la WCW. Ça a été extrêmement dur de me relever de ce choix-là. Mais ça valait la peine parce que dans le fond, tu as fait un step-up avec Walter. Puis après ça t'a amené à la Ring of Honor où là, tu as vraiment pu exploiter ton personnage. Ben, c'est ma plus longue séquence consécutive dans ma carrière. C'est ma 6e année consécutive que je vis juste de la lutte professionnelle, que j'ai pas d'autre job, que c'est ça que je fais à toutes les fins de semaine. J'ai jamais eu 6 ans consécutifs avant dans la lutte. Mettons, j'ai fait 93, 94, ça a duré peut-être 1 an. J'ai continué un peu tout seul pendant que Jacques s'est retiré. J'ai fait 95 une autre année. 96, c'était 95, la fin à 96, c'était un peu une année off. 98, 99, c'était des années signées par la E, mais peu utilisées. Après ça, ça a été tranquille là, de 2001 à... Il y a eu TNA en 2003, un peu des CW, mais ça n'a jamais été 6 ans consécutifs, full-time, sans arrêt, toutes les fins de semaine. C'est ma plus grosse séquence, 6 ans consécutifs, sans arrêter, de fin de semaine en fin de semaine, de show en show, puis tout le temps. Peux-tu nous parler de ta plus grosse réussite à Ring of Honor, quand tu as gagné le championnat du monde? Là? Absolument. C'est mon plus gros haut fait d'armes. C'est comme une fédération majeure, champion du monde. C'était toujours mon rêve d'enfance. C'est un step, mais c'était pas le rêve ultime, mais c'était un step dans cette direction-là, c'est ça. Puis à 53 ans, c'est un exploit, là, c'est incroyable, de te voir tout prendre ces bumps-là, toutes les cascades. Là, je me souviens d'avoir vu à Super Card of Honor où les gars t'ont pogné à 2 puis ils t'ont pitché en bas sur le concrete floor. J'étais là,
Ben voyons, puis il se relève, hein? Madison Square Garden de New York, ouais. C'est malade, là. Ça, c'est... Puis honnêtement, ce show-là, c'est un des meilleurs shows des 10 dernières années. Il y avait Muta, il y avait Liger, il y avait Flip, il y avait vous autres. C'est fou, là. Ouais, nous autres, on a été ceinture de champion par équipe, moi puis Brody King. Ouais, c'est contre G.O.D. En tout cas, c'était 4 équipes. C'était les Briscoes, c'était là-dedans aussi. Les Briscoes, ouais. C'était toute une soirée, puis aussi, mettons, je fais WrestleMania 29 puis 30. Je pense que je vais être le lutteur qui va avoir le plus. Je pense, j'ai calculé hier. Si je fais 29, 30, mettons, je fais WrestleMania 29 et 30. Je pense que je vais être le lutteur qui va avoir le plus de différence de WrestleMania, mettons, entre 10 puis 30. 20 ans, je pense que Taker. 30 ans, je pense que Taker, il a 29 ans. Je ferais la regarder. Là. Ah, il est dans 65, Undertaker. Puis qu'est-ce serait ton fantasme? Là? On t'entend parler d'Undertaker, puis on sait que, selon nous, il y a une inspiration derrière tout ça pour le personnage. Est-ce que tu aimerais ça? Il a dit never say never. Never say never. Ouais. Ah, ça serait fou, là. Ça serait-tu des gars que tu voudrais affronter, des lutteurs... Mettons, t'aurais un lutteur actif que tu voudrais affronter, peu importe la fédération. Non, mais Cody, je l'ai souvent nommé, là. Cody Rhodes. Okay. C'était souvent parce qu'on était supposé de lutter il m'avait appelé pour All Elite Wrestling quand ça a commencé, à Double or Nothing. Mais j'étais supposé de faire la finale contre Kenny Omega. Mais Cody, pareil, ça a toujours été un genre de target pour moi. Kenny aussi, mais plus Cody, on dirait, pour le nom Rose. On dirait que la chimie jacente. Un triple threat, ça serait bon. Ouais, mais Taker, c'est sûr, ce serait incroyable. Là. Les deux personnages, ce serait incroyable. Oh, vous pourriez faire un Owens Austin 2. Ouais. Mais de ton côté, avec Undertaker, ça serait fou, là, toute la production derrière ça. Ça serait malade. Avec Destro, là. J'espère qu'ils vont allumer, là, tu sais. Encore l'énergie, encore, tu sais. Encore quelques années à nous donner. Encore, tu sais, comme moi, je me considère comme dans mon prime. Je pense qu'il y a un paquet d'affaires que je fais aujourd'hui que je faisais même pas quand j'étais avec Vince. Que ce soit un moonsault, que ce soit n'importe quel autre move. Il y a plein de moves de fou, le senton sur l'apron. Il y a plein d'affaires. Aussi, tu sais, il est vraiment différent aussi. C'est un talk moonsault. C'est pas un. Il n'est pas comme Van Damme. C'est vraiment. Puis, c'est sûr qu'il y a un jeu qui va sortir en 2023 de Wrestling Code. Okay. Puis, d'après moi, d'ici à peu près un mois, tu vas voir notre entrée, moi puis Destro, Madison Square Garden, sur la game. Sur la game ça, c'est cool. J'ai vu un gars travailler sur un idée de ton entrée. Tu vas avoir Kurt Angle à son prime, Dallas Page, mais au moins, tu vas avoir PCO date d'aujourd'hui. OK, c'est très, très cool. J'ai vu quelqu'un avait travaillé sur le dernier jeu WWE. Qui avait créé ton entrée avec le background d'AJ Styles, là, mais il y avait les éclairs, puis ça, c'était quand même, le gars s'est donné. Ouais, c'est vraiment bien fait, mais ça va être comparé à l'autre jeu qui sort. Là, puis, si vous êtes sur Twitter, vous allez les voir, là, les sneak peeks, là, puis ça va être malade. On va probablement être des personnages les plus utilisés dans le jeu parce qu'il y a tellement d'options qui viennent avec nous autres, des entrées, des costumes, des sortes de finishes différents. Tu vas avoir un finish, mettons, Destro met le courant après le poteau, je touche au poteau, crise de cœur au gars. Des affaires la même. Fait que ça va être trop fou pour le monde à utiliser ce jeu-là avec les personnages que c'est sûr que ça va pogner au bout. Pierre-Carl, on avait une question pour toi. On sait que tu es un grand vétéran de la lutte depuis plusieurs années, mais quelqu'un qui veut percer dans le milieu, c'est quel genre de conseil tu pourrais donner à cette personne-là?
d'attendre vraiment longtemps avant de former. Parce que j'ai vu beaucoup de gars avec plein de talent tomber en amour, avoir une blonde, former une famille jeune, puis après ça, dire je peux pas vivre la lutte, je peux pas faire vivre ma femme, mon enfant, ou je peux pas payer un loyer, ou parce que il faut que tu t'expatries, faut tu sais aux États-Unis, je te dirais, si tu es un acteur puis tu restes au Canada, tu es un pas en arrière. Fait que si tu es un lutteur et tu restes au Canada, tu es un pas en arrière. Faut que tu t'en ailles où l'action se passe. Là, c'est tous les permis de travail, la manière de faire, puis les sponsors, puis tout ça. C'est vraiment, on part avec plus d'adversité, mais ça nous rend juste plus fort, puis ça nous rend juste meilleur. Puis il ne faut pas voir ça négativement parce qu'on est Canadien. Au contraire, ça nous donne encore plus de mérite. Okay. Mais ça prend de la persévérance. Ça prend, il faut que tu sois dédié à faire une vie un peu tout seul. Il faut que tu mettes un peu ça secondaire, ta vie de famille, ta vie de couple. Il faut que tu passes ça comme en 2e, 3e place, c'est sûr. C'est pas comme un joueur de hockey. Joueur de hockey, c'est sûr, des mineurs, ça va être dur, mais écoute, je n'ai eu des blondes, mais ils savaient. Je partais en Allemagne, ils savaient qu'ils étaient 2e. Puis quand ça ne faisait pas leur affaire, ben c'est la carrière qui passe en premier. C'était à long terme. C'était déjà mis 4 sur table en partant. Okay. J'ai eu des relations 5 ans, 6 ans avec des filles, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts. C'était pas eux autres qui passaient en premier. Ils savaient à quoi s'en tenir. Oui, absolument. OK. Yes. Et puis, tu nous as parlé de Destro un petit peu. J'imagine qu'il est un petit peu derrière le personnage du French Canadian Frankenstein. Est-ce que tu veux nous parler de tes inspirations de ton personnage? Oui, beaucoup de créativité qui vient de Destro. Tous les tours de force que je fais, c'est pas mal toutes ses inventions, ses imaginations, sa créativité à lui. Moi, je suis un gars fort, mais c'est lui qui m'a entraîné dans ce style d'homme fort-là de old-time strongman, si tu veux, là, pas du bench press, pas du squat, pas des poids et haltères, plier des clous, élever des barils, déchirer des jeux de cartes, avec ses dents, plier des... C'est fou, là, ça me fait penser aux bergeons, tu sais. Il y en a qui montaient dans des poteaux de téléphone avec un cheval. C'est ça, des bergeons comme le grand Antonio, Louis C., ces gars-là, Eugene Sandow, c'est dans ce style-là. C'est style un peu... Ken Patera qui a fait ça un peu avec Joe Leduc qui en a fait un peu aussi, là. Plus ça tenait comme ça avec les gars qui tiraient, là. Ouais. Ah, c'est fou. C'est pas qu'à la corde contre du gars. Ouais, c'est ça. Ouais. Yes. Ben écoute, Pierre-Carl, ça fait déjà un bon bout, là. Une grosse demi-heure. Oui. Puis, merci. Honnêtement, t'as pas idée à quel point... Sur Impact, je suis dans un gros feud contre Jonah. OK. Essayer de mettre fin à mes jours dans le dernier épisode. Et manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. Ça va être un gros rebondissement. Yes. Alors, merci beaucoup. On était avec PCO de French Canadian Frankenstein. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais avec mon collègue Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaben. Merci, mon Ben. Ça fait plaisir, Joe. Merci beaucoup, Pierre-Carl, d'avoir accepté l'entrevue. C'est du fond du cœur. On te souhaite bonne chance dans tes futurs projets. Et nous allons nous retrouver éventuellement dans un prochain Wrestle Rock podcast. Alors, soyez des nôtres. L'accès n'en manquera pas. Au revoir. Salut. Allez, merci. Ah ouais.